Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, tourisme, promotion de la plongée sous-marine par l'ONTD. Et enfin dans l'actualité internationale, en Afghanistan, 16 morts dans l'attaque d'une entreprise dans l'Est. Merci si vous nous rejoignez. L'ONTD, en collaboration avec l'ANEFIP, lance une formation en plongée sous-marine. Formation de plusieurs semaines sera menée conjointement par une équipe d'experts djiboutiennes et françaises d'études afin de dispenser à de jeunes djiboutiens présélectionnés pour la maîtrise de cette discipline, à savoir la plongée sous-marine. La dite formation portera sur deux volets. La première sur la spécialisation des réparations ou des travaux sur le quai. Et la seconde est orientée dans le domaine touristique, principalement dans les plongées des fonds sous-marines. Les jeunes ainsi formés seront répartis dans différents ports et se orienter vers le tourisme, se préparant à une éventuelle préparation anticipée en prévision des grands chantiers de complexes touristiques. Écoutons à ce sujet les explications de M. Jean. 15 ou vingtaine de jeunes djiboutiens qui seront pris en charge d'abord, et je tiens à le dire très précisément, ils seront pris en charge d'abord par la fédération djiboutienne et les clubs djiboutiens qui existent déjà. Ces gens-là ont un talent formidable. On ne dit pas assez qu'il y a des moniteurs de plongée djiboutiens à l'heure actuelle qui exercent, et c'est eux qui feront le début de formation. Ensuite, la fédération française que j'ai l'honneur de présider viendra mettre en place les compléments de formation pour mener ces jeunes au plus haut niveau de technicité dans l'eau. À partir de là, nous avons l'ambition de leur proposer des métiers. Alors, le premier, c'est de continuer dans la voie du sport et du loisir pour qu'ils deviennent moniteurs de plongée de loisir et sans doute trouveront-ils à s'insérer professionnellement dans les hôtels qui ne vont pas manquer d'apparaître sur le territoire pour encadrer à bord des piscines, pour travailler dans des croisières. La deuxième filière dont je veux vous parler est très originale, c'est le fait d'envoyer ces jeunes vers les métiers de la mer, c'est-à-dire les plongeurs qui interviennent sous l'eau pour entretenir les digues, pour faire de la soudure, pour vérifier les carènes des bateaux, pour tirer des câbles de communication, pour vérifier si les piliers résistent bien à l'usure du temps. Ce deuxième type de métier leur sera accessible dès lors qu'ils auront toute l'expertise en tant que plongeurs. Et d'ores et déjà, j'ai pris à tâche de notre Institut national de formation professionnelle qui enverra sur place les instructeurs de formation. Je conclurai donc là-dessus. L'intérêt, c'est qu'on n'a pas à déplacer nos jeunes amis djiboutiens. Ce sont les instructeurs qui, au fil des mois, viendront ici faire les formations dans le tourisme et le loisir d'une part, mais aussi dans la partie professionnelle de travail sous-marin. Autre actualité, sous l'égide du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, le Diwan al-Zakat a organisé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de distribution de la Zakat de l'année 2018. L'événement s'est déroulé en présence du directeur général de la Diwan al-Zakat, Sulman Hussein Moussa, du président du conseil administratif de la fondation Abdul Basset Ahmed et des hommes d'affaires djiboutiens. Le zakat de l'année 2018 s'élève à plus de 170 millions de nos francs, où plus de 2000 familles pourront bénéficier selon le directeur général du zakat. C'est le ménage de Djibouti, ville de la commune de Balbala, qui ont bénéficié de la distribution de ce matin. A noter que le Diwan al-Zakat est une organisation créée en 2004 par le chef de l'État. Elle est un établissement public, caractère social, rattaché au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf. La fondation Diwan al-Zakat est non seulement chargée de collecter et de distribuer les revenus de la zakat conformément aux préceptes du droit islamique, mais aussi de sensibiliser de la population sur l'importance de la zakat, un des 5 piliers de l'islam. À son tour, le directeur général du bureau de la zakat a souligné que la création de cette institution caritative à l'initiative du président de la République, en l'occurrence M. Ismaël Marguerite, en 2004, visait à adhérer à la mise en œuvre de la zakat, pilier de l'islam, en plus de renforcer la solidarité de la participation par le biais d'une politique sociale fondée sur la lutte contre la pauvreté. Le directeur général de Diwan al-Zakat a rappelé que cette fondation charitable a connu l'année en année une nette évolution de ses activités.
Et elle a acquis la confiance de la zakataire, des familles démunies, des organismes qui œuvrent dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, a-t-il souligné. Dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, s'est félicité du travail que le personnel du Diwan fournit sans relâche à longueur d'année. Le constat vient, a-t-il souligné, traduire l'excellente compréhension existant entre les membres de la commission exécutive et la fondation, son cabinet ministériel. Il a également sensibilisé l'assistance sur le caractère purificateur de la zakat. Plus qu'une aumône, elle constitue un devoir que chaque musulman nanti doit s'acquitter et son âme est conscient afin connaisseur des préceptes de l'islam. Le ministre des Affaires musulmanes a précisé l'importance que revêt la collecte de la zakat pour le gouvernement à des fins de redistribution aux plus démunis de notre société. M. Moumin Hassan Barre a évoqué les objectifs de la fondation qui sont le renforcement de la solidarité nationale et la mise en œuvre d'une politique sociale fondée sur la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Il a tenu à remercier l'ensemble des contributeurs qui, à travers leurs dons, redonnent le sourire à leurs concitoyens qui sont dans le besoin. Toujours dans l'actualité éducation, cette fois-ci, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a rencontré aujourd'hui les jeunes diplômés de la formation professionnelle qui ont été sélectionnés pour intégrer le centre d'incubation des micro-entreprises afin de lancer leur projet d'entreprise. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général, M. Mohamed Abdallah Mayoub, du directeur général de l'ETFP, M. Abdelkader Ahmed, et de l'inspecteur général de l'ETPFE, M. Mahdi Omar, ainsi que des cadres du secrétariat d'État chargé des affaires sociales. Le ministre a d'abord longuement insisté auprès des jeunes diplômés de la formation professionnelle de changer leur mentalité de fonctionnariat et de cultiver un nouvel état d'esprit d'entreprise et tirer profit des opportunités du monde des affaires. Un jeune diplômé de l'ETPF dispose de toutes les compétences fondamentales pour se mettre à son compte, dégager sa vie. Récemment, il a par la suite longuement expliqué les ambitions du centre d'incubation des micro-entreprises où les entrepreneurs peuvent bénéficier gratuitement d'une adresse physique. Micro-entreprises déposer leur candidature. Donc, une sélection à 3 niveaux a été faite, au cours desquels ont été retenus 6 projets. Le secrétariat d'État chargé des affaires sociales intervient dans ce projet, dans l'appui dans l'encadrement de jeunes à pouvoir réaliser leur entreprise, leur micro-entreprise. Le secrétariat d'État chargé des affaires sociales a une expertise dans ces domaines, puisque nous avons pu mettre en place depuis 2017 à peu près 6 coopératives dans le même secteur. Tout à fait autre chose cette fois-ci dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de la promotion des investissements à Djibouti. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANPI, a organisé hier matin au Kempinski Palace un atelier de restitution. Il avait pour objet d'aboutir à une compréhension commune et objective de la situation actuelle du climat des investissements à Djibouti. L'atelier a permis ainsi de montrer un diagnostic du cadre d'investissement aujourd'hui à Djibouti, mais également il a mis en exergue toutes les réalisations de ces dernières années sur l'amélioration du climat des affaires. Il a été animé par des experts d'Ernst & Young, qui est l'un des plus importants cabinets d'audit financier des conseils au monde. Une projection a été faite où les experts ont présenté une synthèse du diagnostic du climat d'investissement à Djibouti. Les discussions ont été fructueuses et des recommandations ont été formulées à l'issue de cet atelier. Les discussions ont porté essentiellement sur les situations d'un cadre d'investissement à Djibouti. Rappelons que la création du département, en l'occurrence le ministère auprès de la présidence chargée des investissements en 2016, démontre la volonté politique du gouvernement à concourir à la croissance des flux des investissements tout en favorisant un climat des affaires incitatif. Au mondial, Ce qui a été mis en exergue, c'est la forte notoriété digitale de Djibouti aujourd'hui. Nous avons réalisé en fait une enquête de notoriété digitale de Djibouti comme site d'investissement. Voilà. Et on a remarqué que Djibouti devance en fait des pays similaires ou concurrents comme le Sénégal, comme la Tanzanie, en termes de présence digitale et en termes de notoriété.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'aujourd'hui, les médias spécialisés parlent de Djibouti comme site d'investissement. Ils en parlent en fait plutôt positivement. De son côté, le secrétaire général du ministre auprès de la présidence chargé des investissements, M. Abdi Elmi Abshkir, à l'heure de son intervention, s'est félicité de la tenue de cet atelier. Voici ses propos. Sur vous, pour faire des propositions, que ce soit dans le secteur du privé ou dans le secteur public, les investissements sont quand même importants, mais cette stratégie que nous élaborons avec vous se fait dans un cadre précis. Le pays a une vision, c'est celle du président de la République, vision qu'on appelle 2035, qui est basée sur 5 piliers. Premier pilier, c'est la paix et l'unité nationale. Et sans la paix et l'unité nationale, il n'y a pas d'investissement. Dans le cadre du projet Solutions pérennes pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables à Djibouti et l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec la mairie de Djibouti, a organisé hier matin un atelier d'information et de sensibilisation avec le comité des quartiers afin d'identifier et de sensibiliser les migrants vulnérables à Djibouti. Cet atelier s'est déroulé en présence du directeur des services techniques de la mairie de Djibouti, M. Ousmane Abdi Hassan, et le chargé de programme de l'OIM, M. Christos, avec le conseiller des quartiers. L'objectif étant d'expliquer les rôles et les missions, de présenter au comité des quartiers les activités de la sensibilisation mises en œuvre par l'OIM et le référencement des migrants vulnérables en place, surtout pour les mineurs non accompagnés, et réfléchir surtout sur l'implication des comités des quartiers dans les activités de l'OIM sur les activités de sensibilisation. Et nous voilà sur cette communiqué que la CNSS informe les retraités percevant leur pension de retraite par virement bancaire qu'ils devront impérativement se présenter pour les contrôles physiques annuels à partir du 11 mars 2019. Ces opérations de contrôle se dérouleront au siège social de la CNSS. Lors de cette procédure, les retraités concernés, ceux qui perçoivent leur pension par virement bancaire, devront se munir obligatoirement de leur carte de sécurité sociale et de leur carte d'identité nationale. Direction les régions où, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, le détachement de la police d'Ali Sébié, en étroite collaboration avec la brigade de douane, ont réalisé hier d'importantes saisies de marchandises de contrebande à la frontière de Galilée. La marchandise de contrebande est composée de cartons de cigarettes de marque Benson, Royal et des cartons de médicaments pharmaceutiques, des produits cosmétiques pour femmes ainsi que des cartons de lait qui sont acheminés par des contrebandiers en provenance de l'Éthiopie. Selon la procédure en standard en vigueur, cette quantité a été détruite par la présence du lieutenant Ibrahim de la police et des douaniers. On reste toujours dans la région au nord du pays, notamment avec la ville blanche de Tajoura. Une unité de l'équipe mobile du ministère de la Santé s'est rendue dans la localité de Madgoul pour prodiguer des soins aux populations des localités les plus éloignées. Quelques 383 personnes ont pu ainsi bénéficier des soins divers. En effet, l'équipe mobile est une unité de soins à part entière constituée d'un médecin et d'une sage-femme, d'un infirmier, d'un agent nutritionniste et d'un agent de vaccination. Parallèlement, une distribution des moustiquaires imprégnés a été effectuée. Et au sud du pays, à Dikil, précisément, les agents de la douane djiboutienne qui sont en place tout au long du corridor ont effectué une descente dans les différents points de vente de pétrole lampant de la ville de l'unité. Ils ont découvert ainsi des jerrycans de pétrole d'une contenance de 25 litres chacun pour un total de 2500 litres et deux fuites d'une contenance de 200 litres, soit au total 14 tonnes de fuites de pétrole. Tout ceci s'est déroulé en collaboration avec les éléments de la gendarmerie et de la ville de Dikil. Et enfin, fait divers, la brigade de la gendarmerie de la localité de Demirjok a arrêté hier soir un ressortissant éthiopien qui a été
qui a tué plutôt à plusieurs coups de couteau un compatriote et on a blessé grièvement un autre. Questionné sur les faits, l'individu qui s'est identifié comme étant un ressortissant éthiopien a déclaré avoir poignardé à mort un homme et on a blessé gravement un deuxième. En effet, les gendarmes ont découvert l'homme poignardé à plusieurs reprises au niveau du cou, de la poitrine et au crâne, tandis que d'autres hommes blessés a été immédiatement acheminé vers l'hôpital général Pelletier. En effet, l'auteur des faits a déclaré avoir prémédité l'assassinat de 2 compatriotes pour se venger d'une rixe qu'il avait eue le même jour à midi à la décharge publique de Douda. Il a été placé en garde à vue. Une enquête pour assassinat a été enclenchée et suit son cours à la brigade de Merjouk. Dans l'actualité internationale, je vous le disais au titre, en Afghanistan, au moins 16 civils sont morts hier dans une attaque suicide suivie d'échanges de tirs contre une entreprise locale de BTP proche de l'aéroport de Jalalabad dans l'est de l'Afghanistan, alors que des pourparlers de paix se poursuivent aux États-Unis et aux talibans. Selon Kwashin, l'attaque a débuté à 5 heures locales. 16 employés de la compagnie ont été tués et 9 autres ont blessés, dont 2 sont dans un état critique. Ces nouvelles attentats surviennent au moment où les États-Unis et les talibans mènent depuis la semaine dernière des discussions de paix à Doha pour tenter de mettre un terme au conflit qui déchire l'Afghanistan depuis 2001. Des progrès ont été réalisés, mais il reste encore du travail à faire. À Mossoul, phénomène mondial, la consommation des médicaments ayant explosé en quelques décennies. Ils atteignent des proportions dangereuses. Mossoul, l'une des plus grandes villes d'Irak, où les blessés de guerre se comptent par dizaines de milliers. Après avoir marché sur une bombe avec son frère mort en explosion, il a 6 mois, Abdallah a suivi 5 opérations et a été examiné par plusieurs médecins dans 3 hôpitaux différents de la ville. Depuis, sa santé n'a fait que se détériorer. Il a survécu à 3 ans de règne du groupe État islamique sur Mossoul, mais aujourd'hui, la jambe arrachée par un explosif abandonné par les djihadistes, Abdallah, 12 ans, lutte contre un autre malade mortel. Aussi, sa résistance au. Et enfin, dans l'actualité internationale, sport pour clore, Ligue des Champions. Le PSG pleure. Le Paris Saint-Germain éliminé par Manchester United. Les joueurs parisiens ont écrit un nouveau chapitre de l'histoire. Une remontée incroyable en Ligue des Champions après Barcelone en 2018, l'AS Milan en 2005 et le Real de Madrid en 2004. Et encore une fois, le PSG en est victime. Le PSG a perdu 3-1 et quitte donc la Ligue des Champions pour la 3e fois consécutive en 8e de finale. Un cauchemar surtout après la consultation du VAR. Et ce pénalty accordé en toute fin de match sur la main de Kipembe. Je suis un grand supporter de l'assistance vidéo à l'arbitrage et je reste. Il ne s'agissait pas d'avoir le ballon et de jouer. Il fallait marquer le premier but et être dans le jeu 5 ou 10e première minute. On y était. À la presse ce matin a déclaré l'entraîneur. La presse ce matin en donnant le coup de cœur outre-Manche évoquant ce miracle alors que la presse française, elle, n'était pas tendre avec le PSG. Loin sans faute. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.